Bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire midi qui a pour titre une pédagogie alternative ou co-magistrale, expérience de l'apprentissage par enquête dans les cours Horizon. Je me présente, je m'appelle Franck Scherer, je suis vice-recteur associé à la recherche à l'Université de Montréal et ce webinaire s'inscrit dans une série qui s'appelle Partage de bons coups en enseignement et en recherche, qui est une initiative du laboratoire d'innovation que je pilote avec quelques-uns de mes collègues à l'Université de Montréal et qui sont des collègues aussi bien au vice-rectorat à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation qu'au vice-rectorat, aux affaires étudiantes et aux études, d'où le fait évidemment de parler par exemple aujourd'hui d'innovation pédagogique. Pour ces webinaires, on a fait appel d'une manière générale aux professeurs de l'UDM et de ses écoles affiliées pour qu'ils et elles viennent nous partager leurs pratiques inventives et leurs réflexions en enseignement ou en recherche dans le but de propager les savoir-faire au profit de toutes et de tous les bons coups donc de l'enseignement et de la recherche. Alors, il est à noter que ce webinaire est enregistré et sera sur le site web du laboratoire d'innovation. On pourra le consulter pour les personnes qui ne tiennent pas à ce que leur image apparaisse. Ils peuvent maintenir leur caméra fermée. Je vais laisser tout de suite la parole à Sophie Parent, qui va animer ce webinaire. Sophie Parent est professeure titulaire à l'école de psychoéducation et elle est également vice-doyenne aux études de cycle supérieur et engagement communautaire à la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal. Sophie, je te laisse la parole. Merci Franck et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai ce plaisir d'animer ce webinaire qui va vous introduire au cours Horizon. Ces cours qui ont vu le jour à la Faculté des arts et des sciences à l'automne 2019, grâce notamment à un don généreux de Louis Gagnon, qui est un diplômé de sciences économiques et qui voulait contribuer à améliorer l'enseignement universitaire. À l'origine de ce projet, il y a dans notre planification stratégique, le doyen avait, Frédéric Bouchard, il avait exprimé le souhait de créer des bourses pour permettre à des doctorants, qu'on appelle les fellows, de donner des cours multidisciplinaires qui sortiraient des sentiers battus. Alors, dans les discussions, j'ai proposé que ces doctorants puissent être accompagnés pour donner ces cours, pour s'initier à des méthodes d'enseignement différentes, en particulier l'apprentissage par enquête comme méthode d'enseignement, et que du côté des étudiants de premier cycle, bien, ce soit un cours qui les initie au travail d'équipes multidisciplinaires, donc au défi de l'interaction entre apprenants de différentes disciplines et la résolution de problèmes complexes, pour la plupart qui sont associés aux enjeux contemporains liés au développement durable, mais ça peut jouer, ça peut s'élargir un peu. Donc, le but de cette opération était de permettre une double expérience d'apprentissage avec des doctorants qui s'initient à une approche d'enseignement différente et des étudiants de premier cycle qui participent à un type de cours qui est peu fréquent dans leur cursus, en particulier en raison de son aspect pluridisciplinaire. Alors, j'en dirai pas plus pour le moment. Je vais laisser la parole à nos fellows qu'on est heureux d'accueillir aujourd'hui, trois acteurs importants de ce projet. Donc, il y a Andréane Bergeron, qui est maintenant professeure associée à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et qui est une fellow Horizon de 2022. On a aussi Daniel Blémur, qui est candidat au doctorat au département de communication à l'Université de Montréal et qui était un fellow Horizon de 2023. Et nous avons aussi Philippe Gajevic-Sayeg, qui est chargé de cours au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et coordonnateur de ce projet Horizon, et qui était un fellow, lui aussi, un fellow de Horizon 2020. Alors, Philippe va d'abord vous introduire à ce que sont les cours Horizon, puis Andréane et Daniel prendront la parole ensuite pour partager leur expérience comme fellow Horizon. Et bien sûr, leurs interventions seront suivies d'une période de discussion avec vous. Alors, je vous encourage à garder vos questions pour la fin. Ça nous fera plaisir d'échanger avec vous.
La parole est à toi, Philippe. Merci Sophie et bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur, un plaisir d'être avec vous ces quelques minutes pendant l'heure du midi. Euh, Comme Sophie l'a dit, les vedettes aujourd'hui, c'est vraiment Andréane et Daniel. Nous, on met la table, on anime la discussion et on veut vraiment ce partage d'expérience. Et on dit tout de suite, l'idée, c'est pas de présenter la méthode par enquête comme étant une panacée, comme étant la révolution, mais bien comme étant une alternative au cours magistral, comme étant une manière de motiver les étudiants, de les engager davantage dans nos cours. Et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, tout comme les défis qui sont liés à cette méthode par enquête. Alors, moi, j'ai le rôle de vous présenter en 3 minutes la méthode par enquête, donc de manière très imparfaite et incomplète, évidemment, mais je vais quand même partager mon écran juste pour faire un bref survol de c'est quoi la méthode par enquête. Mais avant, je vais vous solliciter, cher public, avec une petite question, un petit sondage, à savoir où en êtes-vous dans votre familiarité avec la méthode par enquête. Donc, je vais juste vous envoyer un petit sondage. Alors, dites-moi si vous le voyez. Faites-moi un petit pouce, mes collègues, s'il est apparu à l'écran pour être sûr qu'on peut le voir. Ah, les réponses commencent à rentrer, donc tout fonctionne. Voir où en êtes-vous dans votre familiarité avec la méthode par enquête. Et je vous partage les résultats juste pour qu'on ait une petite idée où on en est aujourd'hui par rapport à nos participants et participantes. Donc, vous avez un petit sondage. On laisse encore 15 secondes pour rentrer votre réponse et ça va nous permettre aussi peut-être d'orienter les discussions ultimement par rapport à la réalité de notre public, un peu comme on fait avec nos étudiants et nos étudiantes. Encore 5 secondes avant que je ferme le sondage et vous partage le résultat. Et je vais fermer et vous partager. Donc, comme ça, mes collègues aussi peuvent voir où en sommes-nous. Donc, une majorité de ceux qui ont répondu, de ceux et celles qui ont répondu, vraiment, donc on est dans l'introduction. Donc, aucune connaissance entre 0 et 4. Donc, je pense que c'était bien d'avoir fait ce petit questionnement. D'un coup, qu'on n'était que des experts et des expertes. Peut-être que notre échange aurait été différent. Mais donc, je suis très content d'avoir fait cette question. Et ça me permet aussi d'introduire mon rôle aujourd'hui, c'est-à-dire de vous présenter en quelques minutes la méthode par enquête. Évidemment, de manière très, très en bref. Alors, mon écran est apparu. On me fait signe que oui, donc c'est génial. Je vous présente un survol de la méthode par enquête. Donc, la méthode par enquête, c'est quoi? Donc, un survol, c'est une manière de donner plus d'espace et de responsabilité aux étudiants et étudiantes dans leur démarche d'apprentissage. Et pourquoi est-ce qu'on dit plus d'espace et plus de responsabilité? Bien parce que leur questionnement, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'enquête, occupe une place centrale dans le cours. Et donc, c'est la première grande idée de la méthode par enquête, c'est que les apprentis sont dans une démarche personnelle de creuser, de curiosité et donc d'élaborer des questions qui les préoccupent à l'intérieur du cours. Et donc, forcément, ils ont plus d'espace et ils ont plus de responsabilités par rapport à leur apprentissage. La méthode par enquête implique quelques éléments, celui que je viens de dire, c'est-à-dire plus de temps accordé au questionnement. Donc, c'est vraiment de passer plus de temps à se poser des questions et à bien l'élaborer, cette question, bien la formuler. On sait, vous êtes des expertes et des experts en termes de démarche scientifique, mais nos étudiants et étudiantes du premier cycle, ils doivent être introduits à c'est quoi une bonne question. Et la méthode par enquête permet d'accorder plus de temps au questionnement, permet aussi et exige en quelque part moins de cours magistraux. Et ça, c'est quelque chose, il faut s'affirmer, il faut dire d'emblée que si on donne plus d'espace et plus de responsabilité aux étudiants et aux étudiantes, mais c'est moins d'espace pour la transmission directe de connaissances. Donc, moins de séances magistrales. Je le dis tout de suite parce que c'est une question qui revient souvent dans mon accompagnement en méthode par enquête. Ce n'est pas la disparition du cours magistral, c'est juste moins de place
pour le cours magistral, moins de place pour le professeur, la professeure qui parle en avant, donc moins de transmission directe de connaissances. Ensuite, évidemment, ça implique plus d'activités pédagogiques variées parce que pour stimuler une bonne enquête, il faut diversifier les sources et donc plus d'activités pédagogiques variées, par exemple des intervenants externes ou ateliers innovateurs en classe. Et là, je fais un grand clin d'œil à Franck Scherer, qui est venu justement faire une activité spéciale dans le cours de Daniel, qui est ici présent. Donc, il pourrait peut-être en parler davantage tout à l'heure, mais c'est d'avoir des intervenants externes, des activités spéciales, des ateliers innovateurs en classe pour stimuler cette enquête-là. Et finalement, plus d'accompagnement selon le principe d'étayage. En anglais, on dit scaffolding. Donc, la méthode par enquête exige une présence, un accompagnement, et c'est un challenge par rapport où sont les étudiants et les étudiantes dans leur démarche. Et donc, on est dans une posture d'accompagnateur, accompagnatrice, plus que juste dans la transmission directe de connaissances. Et ce rôle-là implique une série de bénéfices, mais aussi quelques challenges, notamment dans les grands groupes. C'est beaucoup plus difficile de le faire, mais pas impossible, et on peut en parler tantôt. Et l'idée de la méthode par enquête, pour terminer ce bref survol, c'est que, et c'est le livre qu'on recommande de lire, ces personnes qui sont venues l'année passée, pour ceux et celles qui étaient là, ils sont venus nous voir, Beth Archerton, l'autrice de ce livre, c'est plus de motivation et de curiosité. On parle d'engagement aussi, on parle de personnes du premier cycle qui arrivent désintéressés et qui en ressortent motivés et curieux. Donc, l'idée de la méthode par enquête, c'est de permettre l'émergence de cette motivation et de cette curiosité à travers la méthode par apprentissage. Finalement, il ne me reste qu'à vous présenter le plan du webinaire. Après ce bref survol, moi, je vais animer la discussion avec Sophie et les vedettes, ceux qui vont nous partager leurs expériences, c'est vraiment Andréane et Daniel, anciens fellows. Le plan de la journée, c'est quoi pour ces quelques minutes que nous passerons ensemble? C'est d'abord de parler des défis liés au fait de sortir de sa zone de confort. On a appelé ça sortir de sa zone de confort parce qu'on a pris comme prémisse, qui est peut-être fausse, mais certainement vrai pour certains d'entre nous et certains membres de notre corps professoral, c'est que la zone de confort, c'est la transmission de connaissances. On est dans cette idée d'être imbibé par notre matière et de la transmettre. Et donc, le plus simple dans un cours, c'est vraiment de présenter la matière. C'est la zone de confort. Donc, la méthode par enquête implique de sortir de sa zone de confort et implique de changer nos manières de faire. Et on sait que c'est un immense défi qui implique nos émotions, des peurs, qui implique des manières différentes de faire. Et donc, on voulait absolument aborder certains de ces défis pour ne pas présenter la méthode par enquête comme étant quelque chose de facile, de simple et immédiatement, ça apporte des bénéfices. Donc, sortir de la zone de confort, c'est le premier bloc sur lequel Andréane et Daniel vont partager leur expérience. Et le deuxième bloc, c'est les témoignages des bénéfices constatés dans les cours Horizon, puisque c'est 2 fellows Horizon, mais qui s'appliqueraient à tous les cours. Moi, je suis chargé de cours en Sciences Po et je l'ai fait une méthode par enquête adaptée à mon grand groupe de 90 étudiantes et étudiants en communication politique et ça fonctionne aussi. Donc, il y a des bénéfices réels qu'on constate dans l'ambiance de classe, dans la motivation et c'est un peu aussi que ce qu'on veut vous partager aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais lancer la balle à mes collègues. On vous remercie infiniment d'être ici avec nous pour ce partage. Et je vais poser la première question donc à Andréane sur qu'est-ce que toi, Andréane, dans ce défi de sortir de ta zone de confort, as-tu vécu par rapport à ton expérience avec la méthode par enquête? Donc, je passe la parole à Andréane Bergeron. Merci, Andréane, d'être là pour nous partager les défis liés à ta zone de confort. Merci Philippe. J'ai failli me laisser sur mute pendant une seconde, mais tu m'as laissé le temps, merci.
Ouais, ben en fait, ce que j'avais le goût de partager aujourd'hui à propos de ça, du moment dans tout ce processus-là où est-ce que je suis sortie de ma zone de confort, moi, c'est surtout au moment de faire le plan de cours, plus que pendant la session. Donc, je me suis... Tu sais, c'est que, en fait, j'avais été attirée par le projet Horizon pour le sujet. Donc, moi, c'était le sujet de l'omniprésence du numérique et de tous les défis que ça posait dans plusieurs sphères de nos vies. Donc, j'étais déjà passionnée par ce sujet-là. J'ai étudié en criminologie, mais aussi vraiment intéressée en cybercriminalité. Fait que ça rejoignait vraiment mes intérêts. Puis j'avais tellement de choses à partager là-dessus. J'avais, tu sais, comme dans un cours magistral finalement. J'avais tellement de choses à partager. Et là, et en plus, on est habitué aux cours magistraux. Donc là, quand on arrive pour faire le plan de cours, on se dit, mais en fait, je fais quoi là? Je sais pas si c'est pas un cours magistral qui porte sur ce sujet-là qui me passionne. Qu'est-ce que je fais? Puis ça a été ça un petit peu la difficulté là. Fait que dans le fond, dans cette création de plan de cours-là, le seul, ben, pas le seul, mais un des trucs qui est important de réfléchir, c'est en fait, faut mettre une structure parce que là, tout de même, c'est un cours, tu sais, puis il faut s'assurer que les étudiants soient assez structurés pour pouvoir avancer. Mais il faut, dans le fond, déterminer le bon niveau de structure pour faire ça, mais qui laisse aussi la place aux étudiants. Mais une fois que ce cadre-là, j'ai comme trouvé mon spot et dans la place que je donne aux étudiants, là, après ça, c'est comme aller tout seul. Ça a vraiment bien été par la suite. Donc, si j'entends bien, Andréane, c'est vraiment dans cette planification du cours, une fois que tu as enlevé le cours magistral, il y avait comme un espace à occuper. Et là, tu avais ce challenge-là de trouver finalement comment structurer cet espace-là qui était resté vacant par moins de transmission de connaissances. Exact. Mhm. Daniel, on pourrait passer peut-être à ton témoignage de sortir de sa zone de confort. Donc, Andrea nous a partagé un peu ce qui s'est passé avant, donc dans la planification. Toi, tu as vécu des choses pendant tes Oui, séances, et notamment en ce qui a trait à la maturité de tes étudiants et de tes étudiantes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette place qui leur est laissée, mais peut-être qu'ils ne sont pas toujours prêts à faire face? oui, alors peut-être pour prendre au bon l'intitulé de la section là, dans laquelle on est, cette idée de sortie de la zone de confort, euh, c'est un tango qui se fait à deux. On est appelé à sortir de confort comme dans notre posture de pédagogue, mais aussi c'est une sortie de confort à laquelle on convie nos étudiants. On sort de ce modèle un petit peu disons, d'un modèle un peu mécanique de la transmission linéaire où ils savent à quoi s'attendre. Hein. Je vais m'asseoir, je vais recevoir des connaissances et je serai évalué quant à ma capacité de les avoir intégrées plus ou moins. Là, on n'est pas du tout, on n'est plus tout à fait là. C'est-à-dire que il y avait des attentes à l'endroit de la thématique qui avait été annoncée, celle des migrations climatiques et du bouleversement des milieux de vie. Mais une fois présenté, disons, dès la première séance, un petit peu la formule pédagogique hein, de cette pédagogie par enquête et la charge le contrôle qui allait leur être cédé ou transféré, la question qui s'est posée un petit peu rapidement, c'est bien, alors, quel est le contenu du cours? Hein? De quoi va-t-il être question? Et la réponse inconfortable, c'est ce contenu-là, ça va être celui que vous allez élaborer en cours au fil de la session mais à l'aide de mon accompagnement, avec une rétroaction en continu, avec des appuis, des outils qui vont vous être fournis en cours de route, etc. Donc, cette formule-là, elle fonctionne très bien pour des étudiants et étudiantes qui sont prêts et prêtes, et même, j'ai envie de dire, qui en sont au stade où ils n'aspirent presque qu'à ça, hein, à s'autonomiser là, dans la prise en charge de l'apprentissage, dans l'exploration. C'est plus difficile avec certaines étudiantes de tout début de parcours, peut-être, où la maturité pour assumer cette prise en charge-là, cette autonomisation est peut-être pas tout à fait là. Il y a un petit peu cette idée, c'est toujours le problème de la liberté, un petit peu. Est-ce que la liberté ici, ça veut dire, OK, donc je peux ne rien faire, je peux faire tout ce que je veux, je peux
J'ai vu des fois des échos comme quoi le cours était particulièrement facile. Alors, ce sont des échos, ce sont des choses qui se sont rectifiées en cours de route, mais il y a quand même cette impression initiale avec laquelle il faut composer. Et donc c'est ça. En termes de défis, ça serait je pense, le défi d'importance auquel je me suis confronté. Et si je pouvais vous demander, Andréane et Daniel, on va commencer par Andréane, comment avez-vous surmonté? Donc, Andréane, comment tu as surmonté ce vertige-là de l'absence de structure? Et Daniel, comment tu l'as surmonté une fois dans la salle de classe? Donc, comment vous avez fait face à ce défi-là que vous nous avez partagé? Je suis pas sûre que j'ai une bonne réponse pour toi, mais je vais dire en se faisant confiance, tu sais, en se disant c'est correct, on va. Puis le pire qui arrive, c'est qu'on fait un test, puis on change en cours de route, puis on le module, tu sais, si on s'en rend compte. Donc je me suis vraiment fait confiance, puis j'ai un petit peu mis du mien, tu sais, dans le sens où j'ai fait mes cours. J'ai quand même pu partager un peu ma passion sur le sujet. C'est juste que je l'ai vraiment réduit à une petite introduction de cours en abordant le sujet et tout. Mais je voyais ça comme en fait un moyen de les inspirer. Donc c'était juste ça mon objectif, c'était de leur parler du sujet pour les inspirer, pour qu'ils puissent avoir des idées. Tu sais, des fois, pour poser des bonnes questions, il faut que tu saches un petit peu où est-ce que tu t'en vas. Fait que c'était juste ce petit cadre-là que j'essayais de leur donner. Mais après ça, ça s'est un petit peu fait tout seul, en fait, là. Ça a un peu été magique dans mon cas, là, mais ça s'est super bien passé. Puis l'autre chose vraiment difficile, c'était je veux ajouter là, que c'était les critères d'évaluation. Parce que là, tu les évalues sur quoi, en fait, si tu sais, si on ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire. Donc, ça a été difficile, mais après, une fois que tu fais du sens de tout ça, euh, ça y va. Donc, on se fait confiance dans le doute, c'est ça, Andréane? Exact. Puis si tu me donnes encore 30 secondes, je dirais que laisser les étudiants, tu sais, une fois que tu es dans le cours, là, leur faire confiance, là, puis les laisser aller, ça donne des résultats vraiment incroyables que je m'y attendais vraiment pas. Tu sais, dans le cadre du travail, mettons, tu sais, je les ai pas guidés plus qu'il faut, j'attendais leurs questions pour être capable de les guider bien. Finalement, j'ai reçu des travaux vraiment impressionnants, puis multidisciplinaires, puis qui bénéficiaient ou qui démontraient vraiment un niveau de multidisciplinarité. Par exemple, j'avais des étudiants, mettons, en biologie dans la même équipe qu'un étudiant en politique. Et finalement, dans leur travail sur la cyberintimidation, bien, ils ont réussi à aborder tous ces aspects-là. Tu sais, on voit qu'ils ont travaillé ensemble et qu'ils ont tous mis un peu leur intérêt de l'avant. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire, puis je m'attendais pas à ça. Je m'attendais un peu qu'il y ait un petit leader dans le groupe qui fait qu'on le fait là-dessus, puis tout ça. Puis non, tout le monde travaillait puis collaborait vraiment bien. Ça m'a vraiment impressionnée. Puis dans le cadre des discussions qu'on a eues en classe aussi, parce que je faisais beaucoup de discussions, euh, je me suis rendu compte que, tu sais, juste en lâchant prise, puis en les laissant aller, puis en leur faisant confiance, ils se mettaient à se réguler eux-mêmes, en fait. Tu sais, s'il y avait des accrochages, des choses euh, disons, tu sais, moi, je voulais que ça se fasse les discussions dans le respect, c'est sûr, j'avais mis ce cadre-là, mais au-delà de ça, au final, ils respectent ce cadre-là, puis ils se régulent eux-mêmes, là. Donc, juste leur faire confiance, c'est ça la réponse à ta question, Philippe, là. Se faire confiance à nous puis faire confiance aux étudiants, c'est ça un peu comment que j'ai fait pour surmonter ça. Plus facile à dire qu'à faire aussi, hein, Andréane? J'imagine que c'est facile à se faire confiance au processus. Ouais. Merci pour ce beau partage. Toi, Daniel, dans cette, dans cet inconfort-là, dans cette vulnérabilité-là que tu as vu tes étudiants, ceux qui sont prêts, d'accord. Tu l'as bien mentionné, il y a des gens qui arrivent dans ta salle de classe qui aspirent presque à ça, n'est-ce pas? Mais pour ceux, parce que on le sait, les groupes sont toujours hétérogènes par définition, hein. Ils arrivent et puis tu as toutes les sortes d'étudiants là-dedans, ceux plus motivés, d'autres moins, actifs, passifs. On a ce mélange-là dans une salle de classe. Donc, disons que on fait abstraction de ceux qui arrivent et qui aspirent déjà à ça, puis ils sont déjà motivés. Puis finalement, dans tous les cours, ils sont motivés ou presque.
et que la méthode par enquête permet qu'ils fleurissent encore plus. D'accord. Mais on fait abstraction de eux. Comment est-ce que tu prends ta classe et que tu prends même ceux et celles qui sont peut-être pas au même niveau de maturité. Donc, comment est-ce que tu as adressé ça, ce challenge-là de ceux qui sont pas rendus là? Oui, je pense que le premier élément, c'est de réitérer réitérer la forme même de cette session de contrôle-là et la responsabilisation qu'elle appelle. Et pas la responsabilisation dans le sens nécessairement uniquement d'un fardeau et d'une tâche lourde, mais aussi dans ses opportunités, dans le potentiel qu'elle recèle. L'idée voilà, disons, il a fallu régulièrement en cours de route réaffirmer face à cette attente-là un petit peu de, ah oui, même pour, disons, les cas un peu où la maturité n'était pas tout à fait au rendez-vous, il y a encore des dynamiques de tester un petit peu pour le prof ou la professeure, etc. De réaffirmer un petit peu dans le même sens qu'Andréane que non, je ne contrôle pas tout et c'est la formule. C'est le pari. C'est le pari, c'est le pari de cette expérimentation-là, ouverte, à laquelle ils et elles sont conviés. Et une des façons de le faire, bon, un des éléments, c'était évidemment d'adresser les affects en cours de route, d'adresser les tensions émergentes et d'en discuter. Donc, se placer soi-même dans une position où on est convié à faire de ça une partie du boulot, mais aussi de faire de tout ce travail-là une partie, même un objet de l'apprentissage lui-même. Andréane soulevait tantôt la question des évaluations. Et de ce sur quoi on fait porter l'évaluation. Eh bien, moi, j'ai fait porter pas moins de 30% de la session sur une réflexivité au cours de la session sur le processus d'apprentissage lui-même. Ces évaluations me permettaient en retour d'obtenir quelque chose comme une rétroaction, un pouls de la classe que je synthétisais et que je leur représentais en retour. Et donc, je leur faisais miroiter en quelque sorte ce qu'ils et elles avaient dit et énoncé en termes de besoins, en termes de frustration, en termes de limites, etc. Et on avait une période de discussion où on discutait de réorientation possible et où je prenais ma part. Je disais, bon, ben, pour la suite de la session, je m'engage à ci et à ça. Mais de votre côté, ça va prendre ça. Et j'ai eu beaucoup d'échos. Ça a été, en fait, j'ai senti que ça avait fait un déclic dans la classe et j'ai eu beaucoup d'échos d'étudiants et d'étudiantes à la pause, à la fin des cours, me disant ah, c'était quand même fou, on s'est entendu dans ce que vous disiez, etc. Et donc, on a été écoutés, on a été pris au sérieux et les enjeux, on a pu mettre la main à la pâte, les adresser. Donc, voilà, c'est un petit peu comment j'ai pu procéder à cet égard. Andréane et Daniel, merci pour ce beau partage. Vraiment, ça parle de confiance, on parle de vulnérabilité, on parle d'adresser les affects. Je trouve qu'on touche un noyau de l'éducation qui est central et peut-être sous-abordé de manière générale. Et donc, ça me motive beaucoup à vous entendre parler. Et je vais faire la dernière partie. Maintenant, je saute à la deuxième partie de notre bloc avant de passer la main à Sophie qui va nous animer la discussion avec le public. Euh, une dernière question pour vous deux. Si vous pourriez partager peut-être, une fois qu'on a vécu ces challenges-là, on est sorti de sa zone de confort, on a trouvé des solutions pour résoudre cet inconfort dont vous venez de parler. Une fois qu'on a fait tout ça, et vous avez constaté, vous avez dit des choses extraordinaires dans votre classe. Et j'aimerais peut-être que vous partagiez un petit peu avec nous aujourd'hui, quels ont été ces moments marquants? Quel bénéfice vous avez constaté par la méthode par enquête une fois que vous les avez appliqués et vécus en salle de classe? Donc, on, on vous demande vraiment ça. Qu'est-ce que vous avez constaté comme bénéfice? Quels ont été ces moments marquants qui justifient de prendre ces risques de sortir de sa zone de confort? Alors, Andréane, si je peux te laisser nous partager ça. Ouais, ben ma plus grande
constatation pendant cette expérience-là de cours en utilisant la méthode par l'enquête, c'est le niveau de motivation des étudiants. J'avais été chargée de cours dans d'autres occasions, dans d'autres cours, mais le niveau d'engagement puis de motivation des étudiants était vraiment impressionnant. Puis là, j'ai plein d'exemples par rapport, je l'ai mentionné tantôt, mais les travaux que j'ai reçus étaient impressionnants. Tu sais, cette collaboration-là, puis cette motivation-là, elle transparaissait vraiment dans les travaux. J'ai vraiment eu du plaisir à les lire, à les corriger, tout ça. Ensuite, tu sais, la motivation, je ne sais pas à quel point c'est dû au cours ou si ce serait arrivé de toute façon, mais c'est définitivement le cours que j'ai enseigné où est-ce qu'après ça, j'ai eu le plus de sollicitations suite au cours, après le cours, pour des lettres de référence pour la maîtrise, tu sais. Donc là, il y avait, tu sais, est-ce que c'est dû au cours? Est-ce que ça serait arrivé pareil? Je ne le sais pas, mais j'ai vu la différence avec mes autres cours enseignés. Ensuite, encore aujourd'hui, je suis en train de travailler avec une de mes étudiantes de ce cours-là sur un petit peu la suite de son projet qu'elle avait commencé pendant le cours. Puis on veut le publier là, dans un journal national là, qui s'appelle The Conversation. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus encore aujourd'hui. Ça fait 2 ans, dans le fond, qu'on a terminé, mais on s'est comme reparlé après. Puis j'ai dit, ben, let's go, si tu veux faire ça, je vais t'aider. Puis j'avais aussi des étudiants qui avaient publié leur travail de session dans un espèce de journal scientifique étudiant là, de l'UDM. Donc, tu sais, j'ai jamais vu un aussi grand taux de motivation dans mes cours avant ça. Et pourtant, je pensais en avoir vu, mais là, ça m'a encore plus sauté aux yeux. Donc, est-ce que c'est parce qu'on leur a donné ce pouvoir-là de choisir le sujet qui les intéresse, puis de faire ça de la manière qu'ils avaient le goût de le faire? Ben, tu sais, moi, c'est sûr que je suis un peu pour ça. J'ai fait mes études supérieures, ma maîtrise, mon doc, puis il y a plein d'affaires là, plein de parallèles qu'on peut faire avec la méthode par enquête, là, avec des études supérieures. Puis moi, ça me motivait beaucoup, donc je peux comprendre que les étudiants de bac soient inspirés par ça, puis motivés par ça. Donc, ça a été ma grande conclusion de cette expérience-là, là, c'est que c'est vraiment bénéfique pour la motivation des étudiants. Merci, Andréane. Ça me rappelle des souvenirs incroyables de ce que tu partages, cette motivation, le dépassement de nos attentes où ils arrivent avec quelque chose. Tu dis, vous avez fait ça pendant les 4-5 dernières semaines, là, votre travail? Wow! Donc, c'est vrai que, en tout cas, ça me rappelle de très beaux souvenirs, notamment à mon dernier cours où le tiers de la classe pleurait à la fin parce qu'on se quittait. Bon, il y avait un peu de la pandémie là-dedans, mais on était en ligne, puis voilà, il y avait quelque chose qui avait été dépassé du cadre normal. Merci, Andréane, pour ce beau partage. Euh, inspirant, inspirant. Daniel, est-ce que tu voudrais nous parler peut-être d'un moment marquant, un peu comme Andréane nous a partagé quelque chose de ce qu'elle a constaté comme bénéfice que toi, tu as vécu dans ton cours? Ouais, Euh, il y en a beaucoup qui recoupent évidemment ce qu'Andréane a déjà nommé, la question de la motivation. Et pour pour les lettres de référence, effectivement, c'est assez impressionnant comment la demande survient. Dans mon cas, à plusieurs occasions, je leur ai dit non, mais je suis que chargé de cours, vous devriez envisager peut-être trouver un professeur, une professeure. Et ils m'ont répondu non, je veux que ça soit vous, parce que vous me connaissez, vous savez mieux ce que je suis en mesure de faire, etc., etc. Et donc, ça traduit quelque chose quand même du type de relation qui se forge. Justement, peut-être à travers cette, cet effort de passer, bon, d'énoncer les vulnérabilités, de traverser les tensions, de les adresser quand il faut les adresser, et aussi d'avoir ces moments où on célèbre les succès dans les différents paliers de l'enquête qui progresse tout au long de la session, où les groupes se mettent à rétroagir les uns par rapport aux autres aussi. Ah, moi, j'adore ce que vous avez, la direction où vous êtes en train d'aller. Par contre, avez-vous pensé à telle théorie ou à telle technique que vous pourriez mobiliser, etc., etc. Ce genre d'échange qui contribue à générer en cours de route, ce qui m'a vraiment surpris, c'est une ambiance de classe. Particulièrement, je trouve,
dans une ère l'ère post-pandémique où la question de l'absentéisme et de l'ambiance de classe un peu parfois difficile a l'air de se poser. c'est, c'est- J'arrivais dans ces cours-là et plus ça allait, en approchant de la fin, tout le monde était là. Ça jasait, ça discutait déjà et de ce que je captais d'enjeux liés au cours. Et quand on avait ces discussions en classe, le fait également que la discussion des contenus n'était pas directement indexée à ce qui va être évalué à l'examen, etc., 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 mais que non, non, on parle de ça parce que ça nous intéresse et parce que ça se connecte de façon plus ou moins oblique à nos projets de groupes dans lesquels nous sommes engagés. Et bien, ça faisait que ces discussions-là avaient une sorte justement de liberté et de capacité assertive. Là, je me souviens de m'être fait reprendre par une étudiante avec une confiance, c'est ça, qui je crois, une confiance et une bienveillance dans sa reprise et dans ses attentes par rapport à moi, c'est-à-dire elle savait qu'elle pouvait me formuler à peu près n'importe quelle critique et que j'allais comprendre l'esprit dans lequel ça se faisait et et que j'allais justement ne pas le prendre personnel, j'allais y répondre avec ce même égard. Et donc, à ce niveau-là, ça a été, d'après moi, peut-être en écho à ce qu'Andréane a déjà nommé, du côté de la motivation, j'ai eu aussi des projets extraordinaires, mais c'est aussi cette question de l'ambiance de classe, de son caractère fertile, épanouissant, je ne sais pas, que j'ai trouvé assez remarquable en cours de route. Mais il a fallu passer par des bumps on the road, là, par ça aura pris, je crois, ces couloirs un peu plus étroits pour arriver aux clairières. Bon, mes métaphores sont toutes mélangées, mais voilà, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Oui, et d'où l'idée que Andréane disait de faire confiance au processus, parce qu'au final, oui, il y a ces moments un petit peu de doute, d'inconfort, mais une fois qu'on fait confiance, après, au bout de la ligne, on constate ça. Et tu parlais d'ambiance de classe. Et moi, le mot que j'avais en tête, c'était bouillonnant. Hein, il y avait quelque chose qui bouillonnait. C'est cette jeunesse-là qui est motivée, qui tout d'un coup, on voit qu'il se passe quelque chose par rapport à des moments où c'est pas le cas, puis ils sont amorphes un petit peu. Là, ça bouillonne, cette curiosité-là. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Andréane, Daniel, reste disponible ici pour l'échange. Je vais passer la main maintenant à Sophie Parent, qui va animer une discussion avec le public. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez absolument pas à poser des questions. Sophie, tu me dis si tu veux que je lance mon petit sondage par la suite, si tu estimes qu'on a le temps et à quel moment. Et donc, on est vraiment content d'avoir vécu ce petit partage avec vous. Puis là, on aimerait ça échanger avec vous et je laisse la main à notre chère Sophie Parent qui va nous animer cette discussion d'échange avec vous. Donc, n'hésitez pas pour les questions. Désolée. Philippe, je te laisse commencer. C'est mon mari qui m'appelle. Parfait. Aucun problème. Alors, je vous lance un petit sondage, mesdames et messieurs. Je vous demande de cliquer sur votre écran. Vous allez voir, juste pour voir un petit peu où en sommes-nous. Donc, la question devrait être sur votre écran maintenant. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé maintenant par la méthode par enquête? Vous l'étiez sans doute déjà un petit peu avant. À quel point ça va vous intéresser. Et il y a une autre question qui suit, par exemple, après votre intérêt. Donc, on laisse encore 5-6 secondes pour prenez votre temps de répondre à la question. Très bien. Donc, on a une belle volonté de continuer, de poursuivre. Quelques-uns un peu, peut-être parce qu'il y a une crainte, peut-être parce qu'il y a un moment, et c'est ce qu'on va poser comme deuxième question pour vous. À quel moment, peut-être, dans quelle mesure, direz-vous, vous êtes craintif, peut-être, craintif vis-à-vis de la méthode par enquête? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous habite qui dit, OK, ça, j'ai peur de ça, ça ne marchera peut-être pas, trop difficile, trop compliqué, peut-être. Donc, juste voir un petit peu où est le groupe par rapport à ça.
Donc, je vais vous partager les résultats dans 5 secondes, voir où est-ce qu'on est dans la crainte vis-à-vis la méthode par enquête. Donc, je vous présente les résultats du groupe. Pas du tout, un peu, moyennement, assez beaucoup. Donc, on a un peu de tout, mais surtout pas du tout, un peu. Donc, il y a quand même une certaine confiance qu'on peut y arriver, mais on sent qu'il y a également quelques petites craintes. Donc, si on devait vous poser, euh, je ne sais pas si Sophie, elle revient avec nous. Oui, Sophie, tu reviens avec nous, parfait. Donc, je laisse Sophie faire un petit wrap-up d'Andréane et de Daniel. J'ai posé la question sur les sondages, Sophie, juste pour lancer un peu où est-ce qu'on est dans l'intérêt, dans la crainte. Et donc, je te repasse la parole pour animer cette discussion sur Andréane, Daniel et notre public. C'est parfait. Merci beaucoup, Philippe, et désolé pour le petit contretemps. Oui, je vois vos questions dans le clavardage. En plus, je vois qu'il y a un intérêt qui a été suscité. Je suis très contente de ça. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est facile à capter ce que c'est de façon théorique, l'apprentissage par enquête. Et d'ailleurs, dans la formation que nous avait donnée Beth Archer-Kuhn l'an dernier, elle nous l'avait fait vivre en partie pour qu'on puisse réaliser ce que c'était vraiment. Et c'était vraiment intéressant parce qu'on passait par les mêmes émotions que les étudiants qui ont été décrites par Daniel, entre autres, qu'on se demande où on s'en va avec ça, qu'on se demande qu'est-ce que ça va donner. Et finalement, on comprend et puis on embarque pleinement. Alors, on a pu comprendre un peu des expériences d'Andréane et de Daniel qui a des gains à le faire, qui a un intérêt à le faire, mais vos questions sur ces détails de groupe de combien, c'est dans quel contexte on peut faire ça. Il y a beaucoup de documentation qui existe quand même sur le sujet. Il y a beaucoup de recherche qui est menée sur comment l'apprentissage par enquête peut soutenir les étudiants et comment le faire. Il y a le bouquin dont Philippe a parlé, mais il y a vraiment plusieurs écrits sur le sujet. C'est assez vaste. J'ai mis dans le clavardage le lien vers notre page des cours Horizon, mais évidemment, ça ne donne pas le niveau de documentation que vous souhaiteriez. Peut-être qu'avec Philippe, on pourra mettre sur pied quelques petites références puis vous les envoyer. Mais entre-temps, j'aimerais vous entendre justement sur est-ce que vous pensez qu'avec les cours Horizon, pas les cours Horizon, avec l'apprentissage par enquête, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait effectivement être bénéfique pour augmenter la motivation des étudiants ou l'engagement de vos étudiants dans vos cours? On parle d'étudiants de premier cycle, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des éléments qui vous freineraient, au contraire, d'embarquer dans cette approche-là? On est prêt à prendre vos questions et commentaires. Il y en a qui veulent. Je sais que ça peut être intimidant de s'exprimer devant un aussi grand nombre de personnes. Peut-être que je peux prendre quelques questions qui sont dans le clavardage. Oh, voilà, il y a des mains. Alena Valderrama. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette conférence tellement inspirante. Je reçois des experts en médecine 5, 6 fois par année, des cohortes de 3, 6, 7 étudiants et des stagiaires en santé publique aussi. Alors, c'est certain qu'il faut quelque chose de différent, qu'il faut que ça marche plus là, ce qu'on était habitué à faire. Donc, il nous faut des méthodes inspirantes. Vraiment innovant, vraiment nouveau. Alors, je pense que ça pourrait fonctionner. J'ai envie de l'essayer lors de la prochaine cohorte, j'ai hâte de recevoir de plus d'informations sur vous. Certainement, ça va nous faire plaisir de partager ça avec vous. Nous-mêmes, il faut savoir qu'on n'est pas des experts. Ça fait depuis 2019 qu'on fait ça. Mais à chaque année, on va travailler en collaboration avec des gens qui le font depuis longtemps
pour que nos fellows soient outillés. Et au fil de ces rencontres-là, on perfectionne toujours davantage notre compréhension de ce qu'est l'apprentissage par enquête et dans quel contexte elle peut être utilisée. Il y en a qui ont posé la question de la taille des groupes. Nous, on se limite à autour de 25-30 étudiants dans les classes des fellows parce que quand même, ce sont des doctorants qui en sont à leurs premières expériences, mais à l'Université McMaster, où on est allé rencontrer des gens qui en font depuis des années, ils ont une classe de 70 étudiants et puis ils procèdent, ils vont à 2 professeurs pour 70 étudiants, mais il y a moyen de le faire à toutes sortes d'échelles. C'est ce qu'on voit dans la littérature aussi. Nathalie Dounan? Bonjour, merci beaucoup. Merci pour les présentations. Les deux sont très intéressants. J'aimerais savoir si Daniel et Andréane, vous pouvez parler un peu plus concrètement des exemples de projets. Et si je peux oser demander une deuxième question, j'aimerais aussi savoir de façon plus concrète comment on pourrait faire l'apprentissage par enquête avec des groupes plus grands. Merci beaucoup. Je peux commencer, Daniel, si tu veux, mais dans mon cas, parce que, tu sais, souvent dans l'apprentissage par enquête, le but, c'est juste de donner la liberté aux étudiants de se choisir un sujet qui est comme en lien avec le sujet du cours et de les laisser un peu faire leur recherche et trouver des solutions. Et où trouver des solutions? Normalement, il y a tout le temps une solution après une recherche, là, fait que ne serait-ce que de développer les connaissances scientifiques par rapport à la question. Mais dans mon cas, parce que je sais qu'il y a d'autres fellows qui ont eu des projets vraiment différents avec vraiment là, des solutions appliquées à un problème. Dans mon cas, c'était beaucoup des mini-recherches sur une question, puis c'était vraiment beaucoup dans le but de partager mettons, dans le but d'éduquer. Et donc, répondre, tu sais, le problème était souvent en lien avec le manque d'éducation, disons, la désinformation sur les médias sociaux, l'implication des deepfakes, là, les espèces de faux vidéos ou images de personnes qui sont créées à l'aide de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus, puis c'est quoi les conséquences et tout ça. Puis en fait, ils se sont penchés sur la... Voyons, j'ai pas les mots. Ça fait longtemps que j'ai fait le travail, que j'ai lu ces travaux-là, mais c'était comme sur l'implication de la dégradation de la femme. C'était très politique et une approche féministe à cet exemple-là. Mais bref, donc ça répondait surtout à des besoins d'éducation, puis c'est ça, puis de passer l'information. Est-ce que Daniel, tu as eu des projets, des exemples de projets avec des solutions plus concrètes, je ne sais pas. Avec des solutions plus concrètes aux problèmes, peut-être pas, mais en fait, tout dépendait de comment les groupes étaient conduits à formuler justement ce qu'ils et elles identifiaient comme problème. J'avais un groupe qui s'était intéressé aux migrations, aux mobilités climatiques au Sahel. Qui était revenu suite à l'espèce de revue de littérature on les incite à faire dès le début de la session. Hein. On les invite à aller faire de la recherche d'articles. On invite la bibliothécaire. Ça démarre assez abruptement à ce niveau-là. Et elles sont revenues assez frustrées du fait de trouver très peu de littérature à ce sujet, alors qu'elles trouvaient énormément de données pour les mobilités internes aux États-Unis, etc., etc. No data is data. Le fait de ne pas trouver, qu'est-ce que ça traduit, qu'est-ce que ça indique. Et ils ont développé une réflexion sur justement, disons, cette inégalité épistémique là, qui fait que plus de connaissances sont développées en termes de mobilité actuelle et potentielle par rapport aux pays du Nord global que par rapport à ceux du Sud. Bon. De là, elles ont développé le projet de faire une maquette qu'elles ont commencé à élaborer, une maquette très grande, d'ailleurs, qu'on peut voir. Philippe, j'ai pas vu exactement elle est où parce qu'elle est affichée présentement, si j'ai compris. C'est la maquette la plus démesurée que j'ai déjà vue à l'université pour un travail étudiant. Elle est tellement démesurée qu'on a décidé de l'afficher sur un mur
Et donc, c'est une maquette qui représente le Sahel vraiment en détail. Ils ont fait un travail artistique très poussé et on peut la voir. Elle est au rez-de-chaussée de Jean-Briand. Donc, si vous rentrez là par la porte principale, le premier corridor à droite, vous allez la voir. Elle est gigantesque. Il y a le logo aussi des Cours Horizon. Si jamais vous doutez si c'est la bonne, oui, c'est la bonne. Et elle occupe presque tout le mur. Donc, c'est une gigantesque maquette. Donc, c'est ça. Ils ont fait ce projet-là dans le cours de Daniel. Et c'est une représentation topographique très détaillée de la région du Sahel. Donc, oui, elle est au rez-de-chaussée de Jean-Briand, Daniel, Donc, c'est ça, oui, elles ont Nathalie. reconstitué un petit peu l'écologie de la région, sa transition entre milieux humides et milieux désertiques, les mouvements déjà les mouvements déjà observés, tendanciels. Elles ont interviewé aussi deux connaissances distantes originaires du Sahel qui avaient migré, elles les avaient interrogées, elles avaient comme élaboré un questionnaire où je les ai accompagnés là-dedans aussi pour les interviewer et avoir le pouls un petit peu finalement, ben, voilà, de redonner une sorte de contre-discours par rapport à la vision un petit peu catastrophiste qui peut s'imposer dans un certain discours dominant par rapport à ces déplacements anticipés. Donc, c'est vraiment, là on parle de, je veux dire, il a fallu à un moment donné que je les arrête et que je leur dise attention, vous avez d'autres cours, vous avez une session. Brûlez-vous pas pour ce projet. Dans ce cas-ci, on a vraiment le cas d'un groupe où la formule a vraiment pris. Elles ont cette espèce de champ de jeu, d'exploration et d'expérimentation. Elles s'en sont saisies vraiment à part entière. Donc voilà, c'est le genre de projet concret. Je ne sais pas si ça répond un petit peu, Nathalie, à ta question. Sinon, pour la question de la taille des groupes, j'avoue que là-dessus, je ne me sens pas très qualifié à répondre. J'envisage, j'entrevois les défis d'importance qui pourraient se poser à partir d'un certain seuil. Je crois qu'il y a peut-être des enjeux quantitatifs, mais je pense que Sophie, tu les as adressés déjà un petit peu, ces questions-là. Il y a d'autres choses dans la littérature et des expérimentations qui se font ailleurs et qui devraient être plus éclairantes à ce sujet. Sophie, tu es sur mute? Sophie, tu es sur mute. Merci, Philippe. Alors, dans le genre de projets qui ont été faits dans d'autres années, dans d'autres classes Horizon, parce qu'on laisse quand même, dans l'esprit des cours Horizon, on laisse quand même à chaque chargé de cours, à chaque fellow, le soin de décider comment il organise son groupe. On a vu comme projet final la création d'applications pour mobile, pour trouver les meilleurs endroits pour acheter local. On a vu des documentaires cinématographiques, on a vu des capsules sur YouTube, on a vu pour faire connaître les enjeux, par exemple, de la taxe carbone. On a vu déjà aussi des étudiants qui ont monté des pages web, qui ont fait des balados. Il y a vraiment une grande diversité de types de projets qui ont été montés. J'ai vu aussi une équipe qui avait aidé une école secondaire à mettre sur pied des serres à l'intérieur de leur école pour éduquer les jeunes à la production locale. Ils avaient fait une recherche sur ce que ça prenait, ce que ça coûtait, etc. Et ils avaient accompagné l'école à mettre ça en place. On peut imaginer toutes sortes de choses, tant que c'est lié au thème du cours. Et puis, pour ce qui est des craintes sur l'acquisition des connaissances qui peuvent être incomplètes ou insuffisantes, homogènes, bon, ma première remarque, ce serait de dire, mais c'est toujours non homogène. Il y a toujours des étudiants qui passent tout juste le cours et d'autres qui le réussissent très bien. Mais plus sérieusement, certains de nos fellows avaient introduit des examens. Soit à la mi-trimestre pour s'assurer qu'ils avaient bien saisi les bases avant de les laisser poursuivre avec leurs travaux. Ça a dépendu, ça a varié selon les thèmes, selon les fellows. C'est pas exclu. Il n'y a pas nécessairement de contre-indication à faire ce genre de choses. Il y avait Stéphane Couture qui avait levé la main aussi, là, plus ou moins timidement. Peut-être que vous voulez poser votre question.
votre micro est éteint. On n'entend pas? Excusez-moi, mon Dieu. Oui, ben c'est ça, je suis un peu un casseur de glace des fois, là, donc c'était plus dans cette optique-là que j'intervenais, mais je pense que ce qui serait bien peut-être, c'est donner des suggestions sur comment intégrer des éléments de ces pratiques actives-là dans nos cours. Donc, moi, j'ai suivi une formation en pédagogie active, là, quand même assez longue, puis c'est ça, ça revenait souvent à ça. Dans les grands groupes, ça ne marche pas. Puis non seulement les grands groupes, mais moi, il y a un cours que Daniel connaît, là, c'est comme 1300 en théorie de la communication, mais c'est des grands groupes, mais il y a aussi plusieurs sessions pour le même cours. Fait que si tu fais une méthodologie complètement différente dans un cours, ça risque de causer d'autres problèmes. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça. Un cours, Horizon qui s'appelle Risques et défis du 21e siècle, où en fait, on peut faire n'importe quel projet qui nous intéresse. C'est sûr que ça va être plus facile de tenir la motivation là que dans des cours normales. L'autre question aussi, c'est la question de l'apprentissage, là. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la motivation, c'est un facteur déterminant pour l'apprentissage, mais il reste que ce n'est pas la fin en soi, OK? Fait que je pense que ça serait important d'évaluer, de mesurer. J'aime pas trop la mesure, mais de garder en tête ce que les gens apprennent, pas juste parce que si je fais un party chez nous, les gens vont être motivés aussi, mais ils ne vont pas nécessairement apprendre beaucoup de choses, là. Donc, euh, je pense qu'il faut faire attention dans ces approches-là de ne pas uniquement se concentrer sur la motivation, mais c'est la motivation comme un moyen pour atteindre l'apprentissage. Des fois, ça peut être un cours hyper chiant, mais excusez mon langage, là, mais un cours qui est difficile, qui n'est pas motivant, mais qui va être quand même important, en fait, pour l'apprentissage, là. Les enfants apprennent à marcher, puis je ne suis pas sûr que c'est super motivant, puis en tout cas. Donc, j'ai pas d'enfants, là, mais donc, je m'arrête là, parce que je ne veux pas tout prendre le temps, mais je voulais juste, comme j'avais ma main levée, j'hésitais pour la descendre, pour ne pas parler, puis c'est ça. Mais merci pour le témoignage, les témoignages. Mais merci pour cette intervention-là aussi. C'est sûr que, comme l'a dit Philippe au tout début, c'est pas une panacée, ça correspond pas à tous les besoins, ça peut pas s'appliquer dans tous les contextes. Ça, c'est clair pour nous. On n'était pas en train de vous vendre ça comme quelque chose que vous devriez faire partout dans tous vos cours. En même temps, je dirais que le fait qu'on le fait, nous, dans un cadre d'un cours très multidisciplinaire, avec des thèmes très ouverts, c'est particulier à ce qu'on fait ici. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où c'est aussi éclaté. Les autres qui travaillent avec l'apprentissage par enquête, j'ai vu beaucoup de recherches qui l'ont utilisé en mathématiques, en travail social, dans des cours de sciences, chimie, entre autres. Alors, je crois pas que ce qu'on a fait ici comme forme d'application de l'apprentissage par enquête est la seule façon de le faire. Et il y a probablement des façons un petit peu plus encadrées, un petit peu plus resserrées qui pourraient s'appliquer dans des cours disciplinaires où il y a vraiment un certain contenu à apprendre. Puis je vous rassure, c'est pas la motivation qui est l'objectif premier. On pense que ça peut aider la motivation, mais ultimement, ces étudiants-là, quand on a parce que dans plusieurs des cours, il y a eu des présentations de fin de trimestre où il y a eu des expositions des travaux des étudiants. Puis quand on va parler avec eux personnellement, puis qu'on leur demande de nous dire des choses à propos de la démarche qu'ils ont suivie, de pourquoi ils ont fait ça, comment ils y sont pris, je peux vous assurer qu'ils ont qu'ils ont, peut-être à défaut d'avoir fait un apprentissage à large spectre, ils ont appris en profondeur sur le sujet qu'ils ont abordé et ils l'ont fait avec grand sérieux. En général, ils nous citent des auteurs, des théories. Franchement, c'est très stimulant. En fait, ça ressemble un peu à ce qu'on fait avec nos étudiants de maîtrise et doctorat, mais qu'on adapte pour que ça soit possible pour des étudiants de premier cycle de s'investir jusqu'à un certain point dans une démarche semblable.
Mais c'est sûr que c'est pas applicable partout en tout temps. Ça, je vous le concède totalement. Il y a Frank Shaper qui a aussi levé la main. Oui, j'ai une question. Une des problèmes des critiques avec l'apprentissage par enquête et d'autres approches est toujours que ça prend plus de temps. Et c'est aussi été un peu sous-entendu avec l'histoire des succès que vous avez dit. Donc, qu'est-ce que vous estimez? Combien de temps est-ce que les étudiants ont fallu investir plus à ces cours qu'aux d'autres cours? Ou si je demande ça plus méchant, si on limite le temps que les étudiants peuvent investir à ça, qu'est-ce qu'ils peuvent investir à d'autres cours de même nombre de crédits? Est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que Andréane ou Daniel, vous avez un avis sur cette question? Moi, je Oui. peux y aller théoriquement, mais je Ah. vous laisse d'abord vous exprimer. Vas-y, Andréane. OK. Ben oui, en fait, je pense que ça fonctionne encore. Il faut juste, ben, tu sais, ça dépend de plein de choses puis de qu'est-ce qu'on veut faire ultimement. Mais par exemple, dans mon cas, tu sais, il y avait beaucoup, je laissais beaucoup de place à la discussion parce que je trouvais que dans l'échange, on apprenait beaucoup. C'était pas la seule chose dans le cours, mais ça prenait beaucoup de place à chaque cours. Puis la discussion, je voulais que les gens participent. Donc, tu sais, mettons, les critères d'évaluation, par exemple, parce que je trouve que la question est quand même liée aux critères d'évaluation, parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Puis dans le fond, je faisais peut-être une correction. On peut être quand même créatif là, pour la correction, puis pour donner des points. Par exemple, dans le cadre d'une discussion, j'y allais un petit peu par correction négative, dans le sens où tout le monde partait avec 100 points. Mais s'il y avait un cours dans lequel l'étudiant, je ne l'avais pas entendu du tout, c'était plus facile pour moi parce que la plupart vraiment participait vraiment bien. Et c'était plus facile pour moi de noter qui s'en est foutu cette journée-là puis n'a pas voulu participer. Fait que c'était un petit peu une correction négative. Fait que ça prend pas de temps en soi. On est dans la discussion, on est là, on corrige en live un petit peu. Là, à la fin du cours, je me prenais des notes puis c'est tout. Puis sinon, il y avait aussi, là, je sais que ça comporte d'autres sortes d'enjeux, là, mais dans les travaux en équipe, il y avait comme l'évaluation des pairs. André, désolé, je suis mal exprimé. Je ne parle pas de montant. Je parle du temps investi par les étudiants. Ouais. Désolé, je suis mal exprimé. Non, c'est moi qui n'ai pas compris. Mais ben aussi pour les étudiants, ce que je faisais, c'était de leur donner beaucoup de temps en classe pour faire le travail. Tu sais, vu que le travail était le focus du cours, je leur laissais vraiment tout le temps qu'il fallait. Ils pouvaient s'en sortir sans mettre trop de leur temps en dehors du cours, là. Donc, ça, je n'ai pas eu de problème avec ça, mais c'est parce que c'était vraiment central à mon cours. Donc, ouais. C'est vraiment quelque chose qui est revenu énormément. Et quand je vous disais, entre autres, dans les rétroactions que je sollicitais en termes de réflexivité sur leur processus d'apprentissage, et je leur demandais notamment, autant dans les connaissances que les compétences qu'ils et elles sentaient avoir renforcées en cours de session, et celles qu'ils et elles aspiraient à développer dans la suite. Et une des choses qui m'était revenue, c'était la question de la gestion du temps. Et alors, parmi les accommodements, ça a été de faire déjà ce que Andrea nomme, c'est-à-dire carrément, il y a eu même des sections magistrales que j'ai fait sauter pour avoir encore plus de temps en classe. D'autres, ça a été de les initier à certains outils, comme je les ai fait élaborer en classe, des rétro-calendriers collectifs à partir de la date de remise de projet, ou de semaine en semaine, ils pouvaient calibrer et distribuer entre chacun et chacune la quantité de travail qu'il et elle avaient à accomplir. Ça c'est une des choses pour lesquelles j'étais surpris qu'un rétro-calendrier, ça me revienne comme une des choses pour lesquelles on me remercie, mais c'était quelque chose que les étudiants avaient grandement apprécié. Qu'on prenne le temps en classe de justement adresser. Et là, c'est un petit peu, ça va dans cette idée-là. Un enjeu apparaît en cours de session, et bien, on a l'opportunité dans justement une formule un peu plus ouverte et une formule un peu plus où on est, c'est ça, on est soi-même ouvert à la flexibilité, Au dialogue. Oui, au dialogue et au fait qu'on n'assume pas un contrôle entier sur le format du cours, disons, tout au long. On réalise que des problèmes peuvent émerger en cours de route, et bien on se donne les moyens de les adresser aussi. C'est un petit peu ce que c'est le contrat qui vient implicitement avec cette formule, je crois. Merci. Bienvenue.
Est-ce qu'on a le temps pour une dernière intervention, Frank? Oui? Oui. Alors, dernière intervention, Robert David. Oui, bonjour. Merci pour les différents volets de cette présentation. C'est fort éclairant. Pour m'aider à situer la particularité de cette approche par enquête, comment pourriez-vous la comparer avec l'apprentissage par projet, l'apprentissage par problème? Qu'est-ce qui la distingue, si on veut, par rapport à ces approches-là qui me semblent chevaucher en partie, en tout cas, dans l'esprit? Ben, je vais y aller pour qu'on puisse terminer plus rapidement, Oui. là, mais et bien sûr, ce sont toutes des approches qui visent à mettre les étudiants au cœur de l'action, donc de les mettre en activité par rapport à la construction des connaissances plutôt que d'être en mode de réception pendant toute la période du cours. Alors, elles ont toutes ça en commun, que l'étudiant est actif à aller chercher l'information, à la mettre ensemble, à la rassembler. Alors, dans ce sens-là, vous avez raison, il y a des grandes similarités. De mon point de vue, je pense que la grande particularité ici, c'est que il n'y a pas de problème ou de questions imposées par l'enseignant. La première partie du cours vise à amener les étudiants à définir d'eux-mêmes une bonne question. Alors, ils partent de leurs intérêts. Bien sûr, ça doit aller avec le thème du cours, mais il y a souvent beaucoup de place pour différents types de questions pertinentes. Alors, le point de départ, c'est l'accompagnement de l'étudiant à définir une question qui a le niveau opérationnel requis pour qu'on puisse ensuite travailler à y trouver une réponse et une solution. Je pense que c'est ça qui fait la particularité de l'apprentissage par enquête par rapport à l'apprentissage par problème ou excusez, j'ai oublié l'autre. Par projet ou par problème, oui. Par projet, oui, c'est Oui. ça. L'apprentissage par projet. Encore que l'apprentissage par projet, ça dépend comment elle est présentée. Parfois, il y a plus de liberté, parfois, il y en a moins. Puis je dirais que dans la formule que nous, on a adoptée de l'apprentissage par enquête dans les cours Horizon, ce que les étudiants nous disent qui est vraiment, qui revient d'année en année, c'est le contact avec des étudiants d'autres disciplines. Ça revient année après année comme étant quelque chose qui n'avaient pas eu l'occasion de vivre tellement dans leur programme. Et ils découvrent d'une part à quel point ils parlent un jargon eux-mêmes, à quel point il faut faire vraiment un pas pour s'approcher des autres, se comprendre, arriver à mettre les idées ensemble. Fait que je pense que c'est les deux éléments qui distinguent. C'est pas spécifique à l'apprentissage par enquête, on peut le faire à l'intérieur d'une même discipline, mais dans la façon dont nous, on l'a implanté, je pense que ça, c'est un élément aussi qui distingue la plupart des autres cours d'apprentissage, de méthodes d'apprentissage actif. Merci, ça répond bien à ma question. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Et il me reste juste à remercier énormément les intervenants et les intervenantes d'aujourd'hui. C'était tout à la fois dynamique et captivant. La preuve, il est 13h10 et il y a encore plein de monde dans la salle, donc je pense qu'il y avait encore beaucoup d'intérêt. Et il y a encore beaucoup de place pour creuser. Vous avez un tout petit peu des devoirs à faire parce qu'il y a vraiment une demande de documentation pour aller plus loin. Alors, Sophie et Philippe, si vous pouviez effectivement faire en sorte qu'on puisse avoir un peu au moins de point de départ pour commencer notre propre enquête sur la méthode par enquête. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup à tous pour votre participation. C'est un grand plaisir. Merci.